Et donc, on continue cette matinée après avoir fait un bon tour d'horizon sous différents aspects. On va se concentrer sur un sujet que l'on aborde trop peu et qui pourtant définit la direction que prennent les grandes puissances de ce monde, c'est-à-dire le sujet quand même chinois. Enfin, il y a des sujets chinois et pour ça, je suis très content de pouvoir accueillir donc Laurent Michelon. Laurent aussi, avec qui on a pu serrer la patte et trinquer avec une coupe de champagne lors de la soirée GPTV et que pour nombre d'entre vous, vous avez pu aussi rencontrer. Bonjour Laurent et merci d'être présent sur cette matinale. Bonjour Raphaël et merci de m'inviter à nouveau. Et félicitations pour la soirée qui était un gros succès. Merci beaucoup. Comme je le dis, nous allons refaire très rapidement et nous pourrons accueillir même plus de monde. Ce seront des événements de plus en plus ambitieux. Voilà, et on apprend petit à petit pour vous donner la meilleure expérience, c'est-à-dire de rencontre, mais aussi voilà, de partage. Donc, Laurent, on a parlé avec Claude et aussi dans la revue de presse quand même de l'actualité vraiment brûlante et fortement inquiétante sur les relations avec le sujet russo-ukrainien où on a un Donald Trump qui a pu s'affirmer lors de nombreuses rencontres de dirigeants qui sont venus le voir directement à Washington et maintenant une Europe qui se prépare à la guerre de manière très claire. On a eu donc le sommet hier à Londres avec le fameux couple franco-anglais qui nous honore constamment et là surtout Keir Starmer qui nous explique qu'il allait envoyer des bottes sur le sol et des avions dans les airs. Mais j'aimerais que l'on puisse se concentrer quand même sur le grand médiateur mondial, une grande puissance économique mondiale, l'usine du monde, qui, elle, est très peu citée ces derniers jours. On ne sait pas trop un peu quelle peut être la position de la Chine. Donc, première question, Laurent, avec toute cette actualité là, sur le conflit russo-ukrainien, les négociations, est-ce qu'il y a des commentaires particuliers à faire sur la position de la Chine, voire même les réactions sur les différentes catastrophes en termes d'échanges diplomatiques qu'il y a pu avoir entre Donald Trump et les différents dirigeants? Alors, effectivement, les vidéos qui ont tourné un peu partout dans le monde de Trump, Vance et Zelensky ont également fait le tour sur les réseaux sociaux en Chine. C'était assez étonnant, en fait. Je pense que ça s'est tellement éloigné de la façon de traiter des Chinois en termes de relations interpersonnelles et surtout en public. Mais bon, ils sont habitués parce qu'ils savent très bien que les Américains sont plutôt dans le show permanent. Donc ça a fait rire, ça a un petit peu choqué. Ils ont pris conscience que c'était quelque chose qui risquait pas de se passer en Chine. C'est pas comme ça que fait la diplomatie chinoise. Mais ça a été l'occasion pour la diplomatie chinoise de rappeler qu'elle a toujours, depuis le début du conflit, elle a été à l'origine de plusieurs plans de paix. Elle en a proposé un la première année en 6 points, un en 12 points, puis un deuxième en 6 points une année plus tard, et que ces plans de paix n'ont pas été considérés ni par l'Ukraine ni par l'Occident. Donc elle a répété que la paix était un élément central de la prospérité mondiale et qu'elle espérait que les acteurs seraient responsables et qu'ils ne seraient pas allés vers on va dire, une escalade de la violence. Voilà, ça c'est pour on va dire, la position chinoise qui n'est pas, il n'y a pas eu de position officielle. On a vu que là, il n'y a pas eu de rencontre récemment. Bon, Trump rencontre principalement des leaders du monde européen et du monde moyen-oriental. Avec la Chine, il y a une conversation qui est permanente, puisque c'était la relation avec la Chine était un événement important de la campagne de Trump. Et on voit récemment, il y a eu des déclarations de Trump qui sont plutôt en fait encourageantes sur la relation sino-américaine. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui va suivre derrière, mais juste pour expliquer aux spectateurs, la, la déclaration de Trump récemment est qu'il souhaitait travailler en fait avec la Chine, faire des choses avec la Chine. Alors, Trump a toujours un petit peu ce discours, il souffle le chaud et le froid. Un coup, il dit on va imposer des droits de douane qui pourront aller jusqu'à 60% sur la Chine, sur les produits chinois. Et puis, il y a quelques jours, il fait cette déclaration où il dit qu'il accueille l'investissement chinois à bras ouverts et que les États-Unis, eux aussi, vont continuer d'investir en Chine. Donc là, on ne parle plus de découplage, on ne parle plus de dérisquage. Donc voilà, il souffle un peu le chaud et le froid, mais tout ça, c'est le résultat en fait d'une évolution des relations internationales, puisqu'il avait dit pendant la campagne qu'il arrêterait, il ferait cesser le conflit russo-ukrainien en quelques jours. Et puis là, je pense qu'il est en train de prendre conscience du fait que Zelensky joue pas le jeu
que ce ne sera pas aussi facile que ça, que finalement les termes d'armistice, ce sera Poutine qui les donnera. Et donc, puisqu'il y a un conflit qui n'est pas terminé, que la relation avec l'UE est très tendue, puisque maintenant on parle de se débarrasser, enfin, que les États-Unis se débarrassent totalement du conflit ukrainien qu'ils le mettent dans les bras de l'Union européenne pour le régler, c'est pas le bon moment pour commencer une guerre commerciale vraiment à tombeau ouvert avec la Chine. Donc voilà, ça explique un petit peu, je pense, ce pas de danse qu'il est en train de faire en ce moment. Ça donne une fenêtre à la Chine, qui d'ailleurs a répondu à cette déclaration de Trump. Il y a plusieurs éditos de journaux qui expliquent que la Chine est très heureuse de voir ce développement positif de la relation. Mais enfin, et on sait que la Maison-Blanche, quelques semaines avant, avait publié un rapport, en fait un mémorandum qui restreint encore plus les investissements de l'étranger, notamment de la Chine. La Chine c'est un paragraphe séparé de ce document. Mais voilà, bon, il est vrai que les États-Unis, avec leur politique d'investissement qui soit bénéfique d'abord aux États-Unis, il est vrai que la politique américaine n'est pas particulièrement centrée sur la Chine. En fait, on le voit, le Canada, le Mexique, l'Union européenne et même Taïwan sont en fait menacés de tarifs douaniers américains. Donald Trump a fait des déclarations très, on va dire, très provocantes au sujet de Taïwan. Il l'avait fait pendant la campagne en disant que Taïwan devait payer pour sa défense s'il souhaitait déclarer une indépendance ou s'il se sentait particulièrement menacé par la Chine, ce qui n'est pas le cas. Bon, enfin, c'est le discours qui a lieu dans les médias internationaux. Donc Trump a dit, un peu comme il le dit aux pays de l'OTAN, si vous voulez qu'on vous protège, il va falloir payer. Et en même temps, il avait expliqué que l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan, qui est très connue, qui est le leader sur le marché mondial, avec la société TSMC, il a dit les Taïwanais nous les ont volés. Alors c'est une vieille histoire. En fait, il dit ça pour justifier en fait le rapatriement de l'industrie des semi-conducteurs taïwanais vers l'Arizona. Mais en fait, c'est une vieille histoire parce que le fondateur historique de la société TSMC, effectivement, travaillait dans la société américaine RCA dans les années 70-80 et qu'apparemment, il serait parti avec, on va dire, les plans des fonderies et aurait créé sa société à Taïwan. Donc Donald Trump a rappelé ça et a dit si les Taïwanais ne jouent pas le jeu, on va aussi leur imposer des tarifs douaniers comme on le fait avec les Chinois. Donc il y a vraiment, on voit une espèce d'agnosticisme sur les tarifs douaniers. C'est tout le monde est concerné et tout le monde a très peur de ces déclarations, mais on verra où ce que ça vient parce que pour l'instant, ça reste principalement du domaine déclaratif. Alors du domaine déclaratif, on a Donald Trump là il y a 3 jours et on a déjà eu donc une réponse de la Chine qui à chaque fois amène, on va dire, une certaine déstabilisation sur l'économie mondiale, en tout cas sur le marché boursier, qui permet de voir les tensions et l'impact des relations à venir entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que Donald Trump a décidé de faire une hausse de 10% sur certains tarifs douaniers. L'argument étant en fait les précurseurs chimiques dans le cadre de la lutte contre la consommation de drogue et surtout l'importation massive de stupéfiants aux États-Unis. On rappellera que Donald Trump, une de ses aussi actions phares avec son programme qu'il décide d'appliquer, c'est d'avoir nommé en fait les cartels de drogue comme organisations terroristes. Et il souhaite vraiment lutter contre ce fléau colossal aux États-Unis. Et là, on parle d'une hausse de 10% sur cet aspect-là. Donc, on verra si d'autres arguments apparaissent. Mais me vient là une question, donc Laurence, et aussi donc une demande de clarification peut-être pour nos spectateurs qui ne connaîtraient peut-être pas forcément la relation et peut-être la relation de dépendance entre les États-Unis et la Chine. C'est que là, on sait que les États-Unis souhaitent développer beaucoup plus d'autonomie sur des secteurs clés. On a parlé du marché des semi-conducteurs, mais il y en a bien d'autres, de nombreuses usines qui veulent être développées, l'accès aussi à des ressources stratégiques. Est-ce que là aussi le rétro-pédalage de Donald Trump sur sa relation et sur la tendance qu'il y avait quand même de guerre commerciale plutôt affirmée, est-ce que ce n'est pas en fait un phénomène de réaction suite aux négociations en Ukraine et le fameux contrat sur les terres rares et certaines ressources stratégiques? Car on le rappelle, lorsqu'on parle de terres rares sur le sol ukrainien, eh bien, ce n'est plus du sol ukrainien, c'est sur du sol occupé russe, et les gisements potentiels qui ne sont pas encore donc exploités, où il faut installer des infrastructures, il faut trouver ces gisements, les exploiter et ensuite les exporter, eh bien, c'est un nombre vraiment minime. Est-ce que c'est la situation en Ukraine qui modifie ses relations avec la Chine par rapport aux États-Unis ?
Oui, je pense effectivement quand Trump pendant la campagne avait déclaré qu'il imposerait des tarifs douaniers sur la Chine à hauteur de 60%, en fait, il ne pouvait pas le faire pour plusieurs raisons. C'était là encore déclaratif. Une hausse de 60% des tarifs douaniers, ça aurait fait exploser l'inflation aux États-Unis, parce que les États-Unis, quoi qu'ils en disent, continuent d'importer massivement tous leurs produits de consommation courante et même plus technologiques de Chine. Donc les Américains vont pas s'arrêter de consommer comme ça du jour au lendemain, donc ça aurait fait exploser l'inflation. L'inflation, pardon, qui est déjà, on rappelle, qui n'arrête pas de monter, elle est déjà à 2,6, 2,8% en ce moment. Donc si ces droits de douane avaient été appliqués, on serait monté à, je sais pas, 3, 4, 5, et ça l'aurait rendu en fait extrêmement impopulaire dès son élection. C'est pas quelque chose qui est faisable. Deuxièmement, il a donc dès qu'il a été nommé, il a dit bon, on va commencer par une salve d'ouverture. Il a commencé avec 10%. Alors 10%, c'est important, mais ça laisse justement à la Chine la possibilité de s'adapter. Parce que si là, Donald Trump a annoncé que peut-être cette semaine, il monterait ça à 20%, c'est une annonce qu'il a faite la semaine dernière, mais ça laisse à la Chine la possibilité de s'adapter, parce que la Chine peut jouer en fait avec son taux de change pour absorber ces hausses de tarifs douaniers, c'est-à-dire en dévaluant, en faisant baisser la valeur de ses exportations, en fait, elle compense la hausse de prix à l'arrivée. Alors c'est toujours soutenu, c'est toujours supporté par le consommateur final américain, mais la Chine peut jouer comme ça avec sa monnaie, puisque on sait, elle est souveraine, au contraire de tous les pays européens, qui ne peuvent plus faire ce genre de choses. Donc il y a quand même une marge de manœuvre pour la Chine, et en fait, ça laisse aussi une marge de manœuvre à Trump, parce que s'il avait mis 60% d'un coup, ça aurait tout mis par terre, ça aurait vraiment coupé la chaîne d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine, mais ça aurait créé de l'inflation aux États-Unis, et puis ensuite, il avait plus de cartouches. Alors que là, il en a, s'il fait ça à coût de 10%, il en a pour un moment. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est des déclarations, mais qui sont en fait pas catastrophiques pour la Chine. Et récemment, il a annoncé donc qu'il accueillait les investissements chinois, mais pas que chinois. Hein, ça concerne aussi la Corée, ça concerne aussi le Japon. Il y a des grandes sociétés japonaises qui ont annoncé qu'elles allaient ouvrir des usines et des usines aux États-Unis. C'est la même chose avec les sociétés chinoises. Donc en fait, c'est on va dire, c'est un discours assez agressif sur une situation qui finalement est assez prospère et assez calme en fait. On voit que les sociétés chinoises continuent d'investir aux États-Unis. Elles ont toujours cette volonté de le faire. Récemment, il y avait un rapport de la Citibank qui annonçait qu'il s'apprêtait à allouer en fait une préparation de transfert de fonds à hauteur de 500 milliards de dollars de la part de la Chine à 300 milliards, le Japon et la Corée du Sud vers les États-Unis pour des investissements. Donc ça va être majeur, ça va être un énorme soutien à, à l'économie américaine. Donc là encore, on voit que le discours est assez, on va dire, assez macho, assez va-t-en-guerre entre guillemets, mais dans les faits, la relation est plutôt stable et on voit que en fait, ce sont les grands hommes d'affaires, les grands capitaines d'industrie derrière qui font pression sur la Maison Blanche pour ne pas tout faire basculer. On voit par exemple dans le domaine des voitures électriques le patron de Ford qui disait que si les tarifs douaniers, qui pour l'instant ne sont pas appliqués, mais si les tarifs douaniers étaient vraiment mis en application, ça serait une catastrophe pour Ford et pour ses concurrents. Parce qu'il faut bien voir que même si ça ne concerne pas la Chine, mais entre le Japon et le Mexique, toutes ces sociétés-là ont des usines au Canada, c'est des sociétés au Mexique, et donc ça effacerait en fait des milliards de dollars de profit. Donc, on voit qu'il n'y a même pas l'assentiment du grand patronat américain. Donc voilà. Alors, pour revenir à la question des terres rares en, en Ukraine, effectivement, ça n'est pas en Ukraine, c'est sur un terrain occupé russe. Et en fait, je pense que c'est un petit peu là la source de la dispute qui a eu lieu à la Maison Blanche, dans le Salon Ovale, c'est qu'en fait, l'Ukraine mettait beaucoup en avant ses terres rares, faisait miroiter aux États-Unis cet accès aux terres rares, mais qui finalement, elle n'a pas, ou qui demanderait des milliards d'investissements pour les mettre en activité. Et c'est même pas prouvé que ces gisements dans la partie ukrainienne qui reste ukrainienne de l'Ukraine, ces gisements ne sont pas finalement de taille assez importante. Donc je pense que l'administration Trump s'est rendu compte qu'elle s'est fait un petit peu mener en bateau par Zelensky et son équipe. Et donc on voit qu'il y a un changement d'épaule, de fusil d'épaule, et on dit à l'Ukraine, si vous ne nous donnez pas accès à tout ce qu'on veut chez vous, vous êtes seul face à la Russie, quoi.
Mmh. Une question me turlupine, Laurent, avec, ce qui vient d'être dit. C'est donc cette, relation en termes d'investissement entre, les États-Unis et la Chine. Le fait d'avoir, des milliards de dollars, on va dire en termes d'investissement de la part de la Chine sur le sol, sur le territoire américain, ben, ça me force à poser une question. C'est-à-dire avec, cette situation-là, si, de tels investissements se font, est-ce que cela rend possible, un conflit, on va dire, ouvert avec la Chine dans les années à venir? Parce que si on se retrouve avec des infrastructures, des investisseurs, ce serait une erreur stratégique complètement folle de la part, de la Chine et ce serait à mon avis très, très compliqué sur le plan diplomatique de la part des États-Unis. C'est en fait de faire ce qui s'est passé avec la Russie, je le rappelle, et l'Union européenne, c'est-à-dire en fait de prendre les avoirs, de les geler, de même, je rappelle, hein, bloquer les comptes en banque de citoyens russes et même d'empêcher des chats russes de participer à des compétitions de chats. Bon, voilà, on en était là malheureusement. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est pas quelque chose, un signe qui quand même peut être rassurant sur l'avenir des relations entre les États-Unis et la Chine? Bien sûr, parce que en fait, si on regarde les déclarations de Trump ou même les mémorandums de la Maison-Blanche sur, on va dire, les investissements étrangers vers les États-Unis, en fait, ça ne concerne pas tout. Les États-Unis font en fait ce que l'Union européenne devrait faire, ce que la Chine fait elle-même, c'est-à-dire protéger les secteurs industriels stratégiques. Donc, effectivement, la Chine n'a pas accès, ne peut pas investir vers des secteurs de très haute technologie américains parce que ça cause des problèmes de potentiel accès à des technologies sensibles. Ça donne des problèmes de contrôle, en fait. Si un investissement chinois est trop important dans une société américaine, la société chinoise, effectivement, a la possibilité de contrôler et de modifier, en fait, la stratégie de la société. Donc ça, c'est interdit. Mais c'est exactement ce que fait la Chine. La Chine a interdit des investissements dans un certain nombre de domaines stratégiques, même dans des exports. Hein. La Chine a remis à jour récemment sa liste d'exports de secteurs sensibles à l'exportation. Donc en fait, ces deux pays font ce qu'ils ont à faire. En fait, un pays souverain protège ses technologies sensibles, et par contre, toutes les autres industries leur sont ouvertes. Notamment dans ce mémorandum de la Maison Blanche sur l'investissement étranger, il est écrit que tout ce qui est investissement considéré comme investissement passif, c'est ouvert à tout le monde et sans aucune restriction. Et on voit qu'en fait des domaines comme par exemple les voitures électriques, les batteries, des choses comme ça, c'est pas considéré comme des secteurs stratégiques. Et donc là, le savoir-faire et l'investissement chinois sont accueillis à bras ouverts. Et les Chinois, évidemment, se jettent sur cette opportunité parce que pendant longtemps, des sociétés comme BYD, comme les grandes marques chinoises, se positionnaient au Mexique dans l'attente de pouvoir accéder au marché américain. Mais là, si le marché américain leur dit pas de restriction sur ce genre d'industrie, les Chinois vont se préparer, et ça explique cette déclaration de Citibank qui disait on s'attend à 300 milliards de dollars d'investissement chinois vers les États-Unis. Donc effectivement, en fait, il y a un rapprochement. Dans les faits, il y a un rapprochement, mais si vous regardez le New York Times, des choses comme ça, qui sont devant debout contre Trump, qui n'arrive toujours pas à digérer qu'il ait été élu, on voit que systématiquement, le tableau est noirci euh, sur tous les points où ils disent Trump ne fait pas attention, Trump va se faire avoir par la Chine. Voilà. Donc en fait, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est les hautes technologies qui sont concernées, c'est normal. Là, on sait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de stratégique. Il y a les semi-conducteurs également, mais en dehors de ça, il y a des industries. Et en fait, c'est ça que veut Trump. En fait, c'est qu'en fait, Trump, en menaçant systématiquement la Chine de tarifs douaniers, de sanctions qui ne marchent jamais, hein, comme sur le cas de la Russie, les sanctions ne marchent pas, ça ne fait que renforcer la Chine en fait. Mais en menaçant systématiquement de sanctions, ce qu'il veut faire, c'est forcer la Chine à réindustrialiser les États-Unis. Puisque, on sait, les 40 dernières années, c'est les États-Unis et l'Europe et le Japon qui ont permis à la Chine son décollage économique. Et là, en fait, ce que font les pays comme les États-Unis, c'est de demander en fait un retour en fait sur investissement en disant mais maintenant c'est vous qui avez c'est vous qui avez les fonds, c'est vous qui avez le savoir-faire. Souvent, les sociétés chinoises ont dépassé leurs homologues occidentaux en termes de savoir-faire, et donc on demande un transfert. C'est quelque chose que, comme c'est une négociation commerciale, c'est quelque chose avec lequel la Chine est tout à fait ouverte. Excusez-moi. Pardon. Il y a aucun Je problème. vais essayer de l'éteindre, désolé.
Il n'y a pas de souci. En attendant, ça me permet de dire tout simplement que Laurent Michelon est quand même l'auteur de Comprendre les relations Chine-Occident, un livre absolument à lire et à connaître, parce que c'est l'un des rares livres qui était là maintenant, que vous trouvez en auto-édition sur The Book Edition. Vous avez aussi la chaîne Valise Diplo qui permet d'avoir des actualités sur la zone asiatique. Et je vous invite fortement à regarder le petit documentaire quelque part, le vlog de Laurent Michelon dans un salon de l'aéronautique qui était absolument passionnant, où on voit que là, justement, ça permet de révéler la réalité du terrain sur les relations entre les différents pays lorsqu'on aborde les sujets technologiques, de voir que des acteurs qui semblent opposés dans les discours collaborent ou en tout cas se font face, et pas forcément de manière agressive, dans ce type de thématique-là. Donc Laurent, on va pouvoir revenir quand même sur ce sujet, terminer ce point-là, c'est-à-dire sur le fait que la Chine finalement veut forcer les États-Unis à se réindustrialiser, ce qui est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire? Sinon, j'aurais une question immédiate à poser pour rebondir sur ce point. Non, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, il faut pas regarder les journaux qui ont toujours tendance à faire du sensationnel et à alimenter un conflit en fait qui n'est pas un conflit qui se dirige vers une guerre chaude, comme on dit, mais c'est effectivement un bras de fer commercial. Et ça, les Chinois sont tout à fait disposés à rentrer dans la négociation. Et on voit déjà, après l'élection de Trump, les sociétés chinoises ont décidé d'aller investir vers les États-Unis. C'est un marché qui leur est très favorable en termes de coûts, en termes d'accès à un marché qui est énorme. Donc voilà, c'est ce qu'il faut regarder, c'est les flux financiers, c'est les ouvertures d'usines. Et là, il faut voir aussi qu'il ne faut pas toujours regarder ça par le prisme de la relation sino-américaine. Comme je disais, les États-Unis font la même chose envers le Canada, font la même chose envers le Mexique, font la même chose envers Taïwan. Donc il n'y a rien de politique là-dedans. On est vraiment purement dans l'économique. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.